Je vais juste faire une petite introduction parce qu'après, je laisse la parole à Delphine parce que c'est elle qui a animé les ateliers de sophrologie. Donc, j'ai eu la chance, en effet, de travailler avec Delphine, qui est sophrologue et qui a croisé un peu l'équipe du réseau juste avant l'été pendant quelques mois. Et donc, moi, j'ai une double casquette, en effet, de médecin coordinateur de ce réseau de santé. Je pense que tu peux passer la slide, Delphine, et à la fois d'être rhumato-pédiatre. Donc, je m'occupe de la transition en tant que coordinateur à Bicêtre et aussi de la transition dans les cadres du réseau ainsi que de l'éducation thérapeutique. Donc, ce réseau de santé, il a été présenté. Donc, c'est un réseau qui existe depuis 2013 désormais. On a à peu près 500 patients qui sont inclus. Donc, c'est un réseau pour l'Île-de-France, mais on espère pouvoir l'exporter. Donc, les missions principales du réseau, c'est vraiment la coordination du parcours de santé du patient. Et donc, là-dedans, on a la transition parce qu'avec le réseau, on aide à l'organisation de la transition et on accompagne les jeunes adolescents, les jeunes adultes jusqu'à 2 ans du passage à un service de médecine adulte. Et dans les cadres également du réseau, on anime des ateliers d'éducation thérapeutique. Oui, c'est très bien. Tu peux passer la diapo. Merci. Et dans ces programmes d'éducation thérapeutique Mirage pour maladies inflammatoires rhumatismales adolescents, jeunes enfants, donc pour donner un peu l'idée qu'on propose des ateliers à des enfants, aux adolescents, mais également aux parents qui participent nombreux. C'est un programme validé par l'ARS en fin 2015. Donc, nous sommes à la 6e année. C'est un programme qui marche bien, donc qui a vraiment été conçu au début pour être un programme transversal, parce que dans les réseaux, nous avons tout enfant ou adolescent qui a une maladie inflammatoire, un rhumatisme inflammatoire. Donc, ce n'est pas un programme DTP spécifique pour une maladie. Et donc, au fur et à mesure, après, nous avons rajouté des ateliers. L'équipe s'est aussi étoffée. Donc, il y a Nadine que vous avez entendu qui est également dans l'équipe. Et puis, c'est une équipe multidisciplinaire avec d'autres infirmières, des kinésithérapeutes, des médecins d'adultes également. Donc, on a eu la chance d'ailleurs d'avoir un programme qui est soutenu par la filière. Donc, on a eu un appel d'offres il y a quelques années. On a pu faire des outils. On a encore des outils qu'on peut partager si vous êtes intéressés. Je pense qu'ils sont sur le site de la filière. Et on peut passer la diapo. Celle d'avant, merci. Juste celle d'avant. Voilà, les thèmes des ateliers. J'arrive. Parfait, celle-là. Donc, les thèmes des ateliers, c'était juste pour vous dire qu'en effet, je pense que comme tout le monde, on a dû s'adapter les 2 dernières années. Donc, l'année dernière, on a fait beaucoup d'ateliers en distanciel. Alors, il faut être honnête, je pense qu'on préfère tous le présentiel, mais bon, le distanciel, ça a quand même permis de pallier au manque de la possibilité de se voir en présence. Et donc, nous avons eu une très bonne participation. Finalement, les patients et les parents ont été contents, même si tous, dans les commentaires, proposaient quand même de se revoir en présentiel. Donc, on espérait bien cette année pouvoir recommencer, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, on a pu animer plusieurs ateliers collectifs. Vous voyez, un atelier sur la maladie, un atelier sur les poussées inflammatoires, des sujets qui s'y prêtent pour faire du Zoom. Mais d'autres sujets, par exemple, sur le vécu de la maladie, qui est un atelier quand même où il y a beaucoup d'émotions aussi qui ressortent. On ne l'a pas animé parce que c'est vraiment un atelier qui doit être fait en présentiel. Un sujet sur le traitement. Et puis, bon, c'était en coïncidence de la fin de l'année scolaire, l'épidémie s'était calmée. Donc, on a pu animer en présentiel un atelier sur le lupus avec aussi une socio-esthéticienne et un atelier diététique qui a beaucoup plu. Et on a pu faire en effet l'atelier sur la transition qui était fin septembre, début octobre. Donc, c'était une période un peu calme. On peut passer la diapo, Delphine, s'il te plaît. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait une petite animation, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, atelier d'éducation thérapeutique transition. Donc, c'est un atelier de TP transversal. Donc, encore une fois, c'est destiné aux adolescents,
Alors, nous, on le propose à partir, je dirais, des 16-17. Donc, c'est les adolescents qui s'approchent vraiment du passage à médecine adulte. Donc, c'est un atelier qui a, je dirais, un bon succès parce qu'on a en moyenne 8 participants et chaque année, ça augmente. On est parti des 2, 7, 8, 9, 10. Donc, ça marche plutôt bien. On l'anime avec un collègue adulte, Stéphane Pavie, qui est rhumatologue et qui est également formé à l'éducation thérapeutique, et puis une infirmière qui est en effet également formée à l'éducation thérapeutique et qui fait partie de l'équipe du réseau. Donc, c'est un atelier à la fois pratique, parce qu'il y a aussi un côté de démonstration, en effet, où les consultations de transition vont avoir lieu, parce que la plupart des jeunes transitent à Bicêtre. Et puis, on fait une séance de photolangage aussi qui permet d'exprimer un peu le ressenti vis-à-vis du moment du passage. Et puis des petits jeux de rôle et des jeux de différence. Donc, on a quand même l'impression et quelques données qu'on commence à avoir sur le fait que cet atelier prépare bien les ados au passage à médecine d'adulte et que les jeunes en fait, qui ont participé à l'atelier, ils ont une meilleure adhérence. Que ce soit sur le plan thérapeutique, en termes aussi de réussite de la transition, dans le sens qu'il y a beaucoup moins de perdus de vue par rapport aux jeunes qui ne participent pas à l'atelier, donc qui n'ont pas de préparation, et en termes également des qualités de vie. Donc, on espère pouvoir faire même une publication. Ça, on est médecin, donc on reste toujours un peu avec ce côté scientifique. Donc, on a besoin de montrer en effet que ce qu'on fait est bien ou pas. Mais en tout cas, voilà, les premières données sont quand même très encourageantes. On peut faire la diapositive suivante. Donc après, l'époque Covid a fait que nous avons introduit des nouveaux ateliers, dont les ateliers de sophrologie qui vont être expliqués par Delphine. Donc, qui ont été faits en individuel, mais en collectif aussi. Et puis également des ateliers qu'on a appelés les ateliers cookies, parce que bon, c'est des ateliers diététiques pour des enfants qui ont une corticothérapie, mais pas que, ou qui sont un simple surpoids. Et puis des ateliers sport et relaxation en Zoom qui ont beaucoup plu et on a eu une très bonne participation. Donc, on espère, donc, cette année, on va dire, on avait pris le pari de faire du mix présentiel et Zoom. Bon, on verra bien, mais en tout cas, on espère pouvoir les revoir aussi en présentiel. Donc, je laisse la parole à Delphine qui va vous parler de la sophrologie dans le contexte de la transition. Exact. Alors moi, je suis Delphine Roche, je suis infirmière de formation initiale, je suis aussi formatrice en ayant un master en accompagnement professionnel et personnel. Et je suis donc sophrologue certifiée depuis 2017, formée à l'éducation thérapeutique. C'est comme ça aussi que je suis rentrée au RESRI. Donc l'adolescence, vous l'avez peut-être aussi expliqué un peu plus ce matin, mais l'adolescence, quand on dit ado, c'est déjà une période de transition. Donc effectivement, c'est une période charnière entre l'enfance et l'adulte, sans parler déjà de la maladie, avec des changements corporels et émotionnels. On leur demande d'être plus responsables, d'être autonomes. On leur demande effectivement de s'impliquer, ils ont leur vie privée, leur vie sociale à gérer, leur vie sexuelle débutante aussi et leur future vie professionnelle à gérer. Donc, quelle implication en fait pour eux et quelle temporalité? Donc, quand finalement l'adolescent a une pathologie chronique, en fait, moi, je me questionne toujours sur, pourrait-on parler effectivement de double transition, à la fois l'adolescence et dans le milieu des adultes sans pathologie et la transition avec la pathologie. Oups, pardon. Hop. Donc, effectivement, c'est physiologique et c'est médical, cette transition, quand on est atteint d'une patho chronique. Et la place de la pathologie, donc pareil, dans la vie privée, dans la vie sociale, dans la vie sexuelle et dans la future vie professionnelle. C'est plein de questions en fait, qui se posent quand moi aussi je les rencontre. Donc bien évidemment, là c'est encore une période charnière, mais pas entre l'adolescence et l'adulte, mais entre la pédiatrie et la médecine adulte. En fait, la question aussi, c'est quel risque de rupture du lien, est-ce que ça va passer ou pas? Voilà, donc quelle temporalité on leur laisse, quelle implication, quelle autonomie et aussi quelle responsabilité.
Co-construire le passage, ça me semble aussi essentiel en fait pour eux. Et co-construire, comme disait l'intervenante juste avant, Nadine, effectivement, je pense que l'implication des parents aussi, parce que finalement, dans cette transition, la place de la fratrie et des parents est tout à se questionner. Donc voilà, est-ce que finalement co-construire, est-ce que c'est leur volonté aux enfants, est-ce que c'est leur choix, est-ce que c'est celle des parents, est-ce que c'est celle de l'équipe médicale? Voilà, l'implication dans ce choix-là, d'où vient-il? Donc oui, voilà. Donc, les changements corporels, physiques et émotionnels dans cette double transition, accompagner effectivement le changement, offrir des espaces qui permettent de sortir de la maladie. Donc, ce matin, je suis arrivée en fin de matinée, donc j'ai entendu ce qu'ils avaient fait pour sortir aussi avec l'APA, voilà, sortir aussi d'un lieu de l'hôpital pour pouvoir aussi parler de cette transition. Donc, co-construire avec les parents, les soignants, bien évidemment, et puis choisir sa médecine alternative. Effectivement, on n'a pas qu'une médecine alternative. Moi, je parle pour la sophro parce que c'est ce que je connais. Nous avons eu le professeur Tran qui a parlé aussi de la méditation, il y a le yoga, il y a plein de choses. Donc, effectivement, pour se questionner sur le patient, sur aussi la fratrie et les parents. En fait, les médecines alternatives peuvent faire du bien à tout le monde. Donc, pour faire rapidement, moi, je travaille avec la sophrologie. C'est le docteur Alfonso Caicedo. Voilà, comme ça, je vous le présente. Lui, il était neuropsychiatre. Il travaille sur la conscience du corps et de l'esprit. Il a créé en 1960 la sophrologie et il a créé ça, sophrologie caïcédienne, en 90. Son but à lui, à l'époque, c'était d'améliorer l'accompagnement médical des patients en santé mentale en évitant les électrochocs et les processus un peu durs de remise en conscience. Donc, il a travaillé beaucoup sur la phénoménologie et la conscience du corps. Et aujourd'hui, en fait, on dit que c'est apporter à chacun une amélioration de la qualité de vie au travers de la conscience du corps et d'harmoniser le mental. Voilà. Donc, trouver en fait pour chaque personne un équilibre de vie. Donc, les racines, elles sont grecques. Sos, ça veut dire paix, sérénité, harmonie. Phrène, c'est l'esprit, la conscience. Et puis, logos, c'est le discours. En fait, c'est le discours qu'on va utiliser, un peu comme nous a montré le docteur Tran tout à l'heure, le discours qu'on va utiliser pour guider et accompagner le patient. Donc, c'est l'étude de la conscience en équilibre, trouver son équilibre, son apaisement. Pareil que ce qu'on a fait avec le docteur Tran tout à l'heure, en fait, on utilise différents points pour apprendre à prendre conscience de chaque partie de son corps et à relâcher chaque partie de son corps, donc de la tête jusqu'en bas du corps. On travaille de manière soit sur ce qu'on appelle la présentation, c'est le ici et maintenant en fait. Donc, on peut travailler sur le futur. Donc, ce qui est essentiel dans la transition, c'est comment on va aborder ce futur pour ces jeunes ados. Et puis, on peut aussi travailler sur ce qu'on appelle la prétérisation, c'est le passé. Finalement, qu'est-ce qui peut faire blocage de mon passé vers mon futur? Travailler sur l'émotionnel aussi qui est en place. Voilà, à partir de du présent, du futur et du passé. Donc, c'est les prises de conscience surtout des capacités qu'ils ont, des ressources, optimiser et développer effectivement leurs ressources, leurs besoins pour leur choix de vie à eux, pas tout le temps en tenant compte de l'équipe médicale et des parents, mais vraiment de faire une co-construction en fait avec ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont envie pour eux et comment on peut les amener dans cette rencontre de co-construction. Effectivement, balado, corps et émotions, donc c'est un nouveau schéma corporel déjà pour eux. C'est l'augmentation du taux d'hormones. Donc le corps, en fait, il devient corps souci. Il peut devenir aussi disharmonie. Il peut être grand ou petit. On a toutes les différences de taille qui arrivent, donc tout ce qui est autour de la différence. L'inertie pour certains, voilà. On a aussi toute la période de risque en fait avec le corps. Tout à l'heure, on parlait d'automutilation ou de scarification et effectivement, on rencontre tout ça. Et donc des émotions aussi, non seulement quand on est ado, mais aussi quand on a une patho chronique. Donc parfois de l'injustice, de la culpabilité,
On a le stress, on a l'incapacité, l'angoisse, la colère, des émotions bien évidemment négatives qui peuvent les envahir. La solitude, l'inquiétude, parfois la honte dans cette différence. Donc, faire face aux différentes émotions qui les traversent en tous les cas. Donc, la sophrologie, dans la période de transition, effectivement, on peut les amener déjà à prendre conscience de leur corps, être à l'écoute de leur corps, donc un peu comme on a fait tout à l'heure. Ça, c'est la base de la sophrologie aussi, d'apprendre à être un petit peu à l'écoute et de se conscientiser. Prendre conscience aussi de son schéma corporel, le corps qui change, le corps qui grandit, qui évolue, qui se transforme vers un corps d'adulte. Lui offrir aussi de la détente à ce corps-là. Vous avez parlé aussi tout à l'heure pour s'endormir et c'est quelque chose effectivement qui disent que ça marche bien. Trouver aussi les moyens de se régénérer et de récupérer, donc sur les différentes parties du corps, la qualité du sommeil, on en parlait. Activer sa capacité de persévérance. C'est vrai que la transition, c'est un moment où peut-être qu'ils ne veulent plus, ils n'ont plus envie, c'est compliqué, le changement, ça fait peur. Ça participe aussi à toute l'élaboration de trouver des nouveaux rituels, s'entendre avec le médecin. Donc, voilà, activer aussi tout ça, savoir aussi gérer son stress, les émotions. Donc, accepter progressivement le changement, se projeter dans leur futur et réduire les tensions et les émotions dans leur quotidien. On va travailler aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi. Activer sa motivation pour réussir, parce que sans motivation, effectivement, parfois, c'est compliqué. Chercher les valeurs présentes chez l'ado. Ça, c'est important aussi de travailler avec qui ils sont, quelles valeurs ils ont pour eux, pour grandir, pour transiter vers un nouveau chemin et chercher, bien évidemment, leurs capacités et leurs ressources. La sophro permet aussi de se préparer aux examens, alors aux examens médicaux et aux examens de lycée, parce que bien évidemment, il y a tout ça, plus toute cette période de transition avec différents examens et différentes options dans leur vie, permis de conduire, tout ça. Donc voilà, la sophrologie vraiment permet en fait d'avoir tout un suivi autour de 52 techniques de sophrologie, tout un suivi pour permettre à l'enfant d'avancer pas à pas, à la fois dans la conscience de son corps, dans la conscience de sa pathologie et trouver les ressources et les moyens d'avancer clairement pour lui vers son futur. Les séances, donc, elles peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Ça marche pour les deux. En individuel, bien évidemment, on est plus axé sur les besoins de la personne, directement sur la phrase que je pose toujours, c'est « qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui ?» Voilà. Et puis, en collectif, les séances, elles sont plus globales sur des différents thèmes. Voilà, on peut parler du futur, on peut aborder l'instant présent, la respiration, on peut faire de la sophro-acceptation progressive sur un événement qui va se passer. Voilà, et chacun vit en tous les cas son événement. Donc, au RESRIP, en juin dernier, on avait fait 3 séances sur 3 semaines, donc à des horaires différents après l'école. On a eu en tout, en fait, 8 enfants, ados et enfants qui ont participé, mais sur ce questionnaire, on n'a eu que 5 retours. Donc, on a eu 2 ados de 12 ans, un pré-ado de 10 ans et un enfant de 7 ans et un de 4 ans. Donc, on avait posé la question en pré et en post, la douleur sur ma vie est… Alors, on avait des enfants porteurs de AJI qui étaient déjà légères. Par contre, ce qu'ils ont spécifié, c'est qu'ils avaient des pics douloureux ou de la fatigue intense. Sur ce questionnaire, je fais de courtes séances de détente. Alors, pour certains, non, 0, jamais. Hein. Et puis, parce qu'il n'y a pas l'apprentissage. Et puis, pour une personne, oui. Ceux qui ont répondu de temps en temps, il y a 2 personnes qui ont répondu ce sont les ados en fait qui en faisaient, qui essayaient. Et les 3, c'est celui de 4, 7 et 10 ans. Ensuite, une fois qu'on a fait les séances de sophrologie, est-ce qu'effectivement on en fait là, il y a 3 personnes qui ont répondu effectivement qu'ils en faisaient entre 2 par jour, des fois, voire 3. Donc voilà, c'était les ados qui en faisaient déjà avant.
et les 3 aussi, c'est les ados. On leur a demandé aussi accès à la détente. Est-ce que du coup, dans la compétence d'auto-soin et d'adaptation, est-ce que vous arrivez à vous détendre par la respiration? Est-ce qu'en pensant à quelque chose d'agréable, ou est-ce que j'arrive juste à détendre mon corps comme ça? Ben, on voit bien qu'effectivement, au début, c'était jamais. Et puis, pour les ados encore, c'était, on va dire, parfois. Alors, avec quelque chose d'agréable, ben, c'était jamais. Un peu la respiration. Et puis, à détendre mon corps, ben, j'essaye. Voilà. Et après, en fait, les séances, bah voilà, on avait souvent, oui, par la respiration ou par quelque chose d'agréable. Et puis oui, maintenant, j'arrive vraiment à détendre mon corps. On leur a demandé si l'atelier les avait apporté des changements pour s'apaiser. Effectivement, ils ont dit oui. Et l'atelier m'a satisfait et beaucoup apporté. Et effectivement, pareil, on a eu des retours positifs. L'enfant de 4 ans, à savoir que bah, c'était compliqué au départ, la première séance, de pouvoir se poser. Et tout à l'heure, on parlait d'impliquer les parents. Et effectivement, la maman, pour détendre le corps, on a utilisé son doudou pour qu'il puisse en fait commencer à essayer de s'apaiser. Donc le doudou en passant tout autour du corps pour qu'il sente ses bras, son corps, son thorax. Et ça a très bien fonctionné. À la fin de la séance, il était complètement avachi sur sa maman et elle m'a dit, je ne l'ai jamais vu en fait aussi détendu que ça. Donc impliquer aussi les parents. Et certains parents ont participé mais n'ont pas forcément rempli le questionnaire. Et ça leur a aussi beaucoup apporté de détente et d'apaisement. En fait, comme il disait, on s'est un petit peu vidé aussi la tête dans tous ces soucis. Et je rejoins le docteur Tran tout à l'heure, où effectivement, ça permet d'asseoir les choses avant de commencer aussi pour lui une séance, mais en tous les cas, nous aussi, à voir différemment leur avenir. Donc, trouver sa médecine alternative, effectivement, c'est être motivé. On a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué aussi la motivation. Analyser les besoins de chacun, parce qu'effectivement, chaque personne est différente et elle a ses propres besoins en matière de transition ou en matière de douleur ou autre. Lever les blocages et les représentations. Ah non, je ne vais pas faire de l'hypnose. Ah non, je ne vais pas faire de la sophrologie. Tester pour voir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, effectivement. Et puis, je dirais que c'est aussi rencontrer le thérapeute ou pas le thérapeute, mais en tous les cas de médecine alternative, l'écoute et la confiance qu'on peut avoir. Et c'est vrai que c'est chacun qui doit trouver sa médecine et ce qui lui correspond. Comme la jeune fille tout à l'heure qui parlait que le yoga, ça a été une révélation. Et voilà, et ça, c'est important de pouvoir trouver ce qui nous fait du bien à nous. Voilà. Bon, ça, je vous ai mis un petit topo et merci. Merci à vous.